ont connu la prison. Je ne vais pas aller loin, je vais commencer par notre. Le président Alpha Condé a connu la prison avant d'être au perchoir, avant d'être au plus haut niveau, à la maison centrale de Conakry, à l'hôtel 5 étoiles, où on reçoit les gens sans titre de détention, mais simplement par un courrier fait par un procureur qui nous a pourtant dit ici qu'il ne contrôlait même pas la maison centrale. Je vais y arriver d'ailleurs. Le président Alpha Condé y a fait presque 3 ans. Lui, il a été d'ailleurs condamné. Et son environnement s'appelait Alpha Condé Ya. Il a fait 11 ans de pouvoir. Et nous connaissons la suite. Nelson Mandela a fait 27 ans de prison. Cet avocat militant qui a passé plus d'un quart de siècle détenu simplement parce qu'on ne voulait pas qu'il soit opiniâtre. Nous sommes opiniâtres et nous attendons surtout de ce tribunal d'être opiniâtre. Nous attendons de ce tribunal de savoir observer. Nous attendons de ce tribunal de savoir faire ses propres opinions. Nous attendons de ce tribunal de le faire en toute liberté. Et en toute liberté et éloigné de toute pression. Ces pressions peuvent venir de tous les côtés et vous induire en erreur. Je vous parlerai d'ailleurs des causes de l'erreur judiciaire à la fin. Et c'est par ça que je terminerai. Pour vous comprendre que le système peut vous mettre en erreur. C'est la première cause. Pour que vous compreniez que les personnes peuvent vous induire en erreur. Et parmi ces personnes-là, il y en a qui ne sont pas gens de justice. Mais il y en a qui sont gens de justice, mais qui sont surtout dans cette salle. Et qui peuvent être tant les avocats des parties civiles que les parties civiles elles-mêmes, tant le parquet que même les avocats de la défense. Je vais même plus loin, que même les accusés pourraient vous induire en erreur. Mais ce sera la dernière partie de mes plaidoiries. Jacob Zuma, le président sud-africain, ou l'ancien président sud-africain, est allé en prison, a été détenu. Et d'ailleurs, son cas est un peu particulier. Il n'est pas allé pour l'affaire pour laquelle il était poursuivi, mais il y est allé pour avoir attenté à l'honneur des magistrats de la Cour constitutionnelle. Voyez-vous encore comment vous incarnez la noblesse? Un homme qui a été le premier magistrat de son pays est renvoyé derrière les barreaux, est emprisonné parce qu'on lui reproche de n'avoir pas respecté les magistrats qu'il a lui-même nommés. La justice, c'est un monde singulier. La justice, c'est un monde particulier. Le magistrat, c'est un acteur judiciaire particulier. N'oubliez pas cela. N'oubliez jamais cela. Si vous passez à côté de cela, vous n'exercerez pas loyalement et en toute dignité votre mission. Vous n'assumerez pas vos responsabilités.
C'est donc de la présidence qu'il a connu 15 mois de prison. Ben, il est vite sorti après 3 mois. Le président Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, a dit un jour, mais la MACA, c'est mon deuxième domicile. En fait, la MACA, c'est la maison d'arrêt centrale d'Abidjan. C'était son deuxième domicile quand il était opposant. Parce qu'à tout moment, chaque fois que ça n'allait pas, étant le seul opposant de feu, président Nana Félix Houphouët-Boigny, il était toujours là. Il s'était habitué au point de dire à tous qu'il avait 2 domiciles. Celui-là où est effectivement situé le centre de ses affaires, son principal établissement, sa maison, sa demeure, et la MACA. Donc lui, il a connu la prison. Mais cela ne l'a pas empêché d'être président un jour. Et il a été président en face d'un putschiste, d'un militaire qui avait toute l'armée à sa disposition. Ce n'est donc pas un déshonneur, comme on a voulu le faire comprendre ici, dans cette salle d'audience, pour salir un ancien chef d'État, pour salir un homme qui a incarné la nation. Qu'on le veuille ou pas, ça reste dans l'histoire de la Guinée, et d'ailleurs j'en parlerai plus loin. Ce n'est pas un déshonneur qu'il soit en prison, puisque je parlerai d'un homme responsable. Je vous dirai pourquoi il a accepté d'être là. Mais toujours par rapport à Gbagbo, emprisonné avant d'être président et emprisonné après avoir été président. Et quand il est retourné et qu'il a abandonné le FPI, le Front populaire ivoirien, parce que des gens pensaient qu'il allait se mettre à discuter, et qu'il a créé son parti, le parti panafricain. Vous avez vu le monde qui y est allé. Vous avez vu le monde qui le suit aujourd'hui. Il continue de rester l'homme le plus populaire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est donc pas un déshonneur, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, que de se voir détenu. Ça n'est une fierté quand on le fait pour les valeurs républicaines. Ce républicain qui est assis devant vous, l'est dans l'âme. Cet homme qui est assis devant vous, que vous jugez, est un homme bon, est un homme doux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tous ceux qui ont défilé ici ont reconnu, même ses adversaires, même ceux qui déposaient contre lui, vous ont dit, le président Dadis est un homme bon. Il est tellement bon qu'il accepte parfois de se sacrifier pour les autres. Il l'a fait avant d'être président. Pour ceux qui sont aujourd'hui aux commandes. Il l'a fait pour Biche, l'actuel chef d'état-major, général des armées, 2 fois. Il l'a fait pour Idi Amin, dans leur amicale. Il l'a fait quand ces gens ont été arrêtés. C'est lui qui a osé, parce qu'il est bon, aller rencontrer feu général Lansana Conté, qu'il appelait affectueusement papa. Il lui a dit,
Vous voulez les garder en prison, Monsieur le Président? Il n'y a aucun souci. Mettez-nous tous en prison. Et des personnes peuvent en témoigner. L'actuel gouverneur de la ville de Conakry, la générale de seconde section, parce que le militaire ne va pas à la retraite directement. Hein. C'est pour ça qu'on les appelle général de seconde section. C'est une erreur quand on dit mise à la retraite. Ils ont encore 2 années avant d'aller définitivement à la retraite. Elle peut témoigner. C'est juste pour vous expliquer que cet homme bon ne peut pas être déshonoré ici. Je parlerai droit dans cette salle, rassurez-vous, que le parquet le sache. Mais je vais parler de lui. Et je vais parler de lui pendant très longtemps. C'est encore ça, la noblesse de votre travail. Voyez-vous, quand un avocat est empêché, il se lève et il sort. Mais vous nous écoutez, c'est aussi un choix. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis obligé de dire, Monsieur le juge président, Messieurs les juges assesseurs, c'est d'ailleurs pour ça que je dois m'adresser et que je m'adresse à vous en toute dignité. Je sais que si c'est dehors, ben je me permettrai de dire, mon cher ami, c'est important de savoir que l'homme qu'on veut présenter à vous est un autre homme. On ne peut pas salir son image. En tout cas, nous n'accepterons pas. Je l'ai promis de rester à ses côtés. J'ai encore l'intention de rester. J'ai l'intention de demeurer. Je sais que je resterai à côté sur l'autre volet. Parce que je ne l'ai pas conseillé que dans cette procédure. Je le conseille dans tous les aspects de sa vie, y compris toute sa famille. J'espère juste que dans 2 mois, il va être chez lui à la maison et que cette affaire-là sera close à son égard. Et que toute l'humiliation qu'il a subie, qu'il est encore en train de vivre, pas parce qu'il est devant vous, il a voulu, il a tenu à être devant vous, mais tout ce qu'il a reçu comme coup. Le dernier, pour que je m'arrête là, parce que je n'ai parlé que des chefs d'État du continent africain, mais Lula da Silva, je me permets de dire l'ancien et l'actuel président brésilien, il a même été giflé par une greffière. Le saviez-vous? Il est revenu et il est devenu président. Parce que toutes les décisions qui avaient été rendues contre lui ont été annulées après à la Cour suprême. Être en détention, Monsieur le Président, rassurez-vous, ne considérez pas que parce que vous êtes en détention, c'est un déshonneur. Non. Vous êtes un homme d'honneur. Que chacun le sache, que chacun le connaisse, que chacun ne l'oublie pas. Et que chacun, en s'adressant à lui, sache qu'il ne s'agit pas de sa personne seulement, mais il s'agit également de la République. Parce que quand on l'humilie, on a humilié la Guinée. Et en parlant de la République, je reviendrai pour vous donner l'exemple des États-Unis. Parce qu'on a aussi parlé des États-Unis. Il faut bien que l'on parle du président des États-Unis. Ce qu'il vit et tout le respect qui lui est accordé. Voyez-vous donc que certains ont connu la case de prison avant de se voir au perchoir. D'autres ont connu la prison après le perchoir.
D'autres l'ont connu avant et après. Ce n'est donc pas un déshonneur pour le président Dadis de se voir en détention, surtout que lui-même a toujours voulu se mettre à la disposition de la justice de son pays. C'est un modèle, c'est un exemple, c'est un symbole que tous les chefs d'État devraient suivre, que tous les anciens chefs d'État devraient suivre. Il vaut mieux être à la disposition de son pays qu'être à la disposition d'autres pays ou d'ailleurs. Je viens donc défendre un homme dont la considération accordée au mérite reconnu lui est déniée à tout bout de champ. Par les partis civils. Il faut reconnaître qu'à l'égard du président Dadis, le ministère public qui est devant nous, et ça, c'est à son actif, a eu toutes les attitudes d'honneur vis-à-vis de lui. Il est même arrivé, pardonnez-moi, monsieur le procureur, de le dire, pardonnez-moi vraiment, parce que je sais que c'est bon, c'est pour ça que je dois le dire. Il est arrivé que ce soit le procureur qui m'interpelle, pardonnez-moi vraiment, par SMS, pour me dire: est-ce que votre client n'a pas de soucis quand il était là à cette barre? Alors voilà quelqu'un qui veille. Il est arrivé qu'il s'inquiète. Il est arrivé qu'il me dise: si ça ne va pas, vous pouvez demander un renvoi. Vous l'avez fait pour vous singulariser positivement. C'est le lieu de le dire. Tant que vous n'attaquez pas, vous ne vous découvrirez pas. Vous ne vous exposerez pas à une riposte adverse. Et tant que vous faites du bien, l'une des vertus de chez nous, c'est bien la gratitude. Il faut qu'on vous en manifeste. Puisque celui pour qui vous l'avez fait ne le sait pas. S'il le savait, il serait le premier à manifester cette gratitude. Alors je me permets donc de le faire. Et c'est pourquoi je l'ai fait d'ailleurs. Je viens donc devant vous ce matin, monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, pour défendre l'honneur d'un homme dont la réputation déjà souillée, dans la boue et dangereusement affectée. Pourtant, cet homme-là est un homme de valeur. Pourtant, cet homme-là est un symbole. Pourtant, cet homme-là est un exemple. Pourtant, cet homme-là est tout ce qui est l'incarnation du bien et du bon et du beau. Oui, le président Dadis, que vous jugez, tenez compte de sa personnalité, qu'on a souvent oublié dans cette salle.
Alors que ceux-là qu'on juge, on juge d'abord leur personnalité. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, je n'ai pas fini de parler de l'homme, parce que je ne finirai pas, même si je passerai toute une journée à parler de lui. Mais je vais parler du militaire. Pour ne pas oublier cet aspect. Je vous ai dit que je me tenais devant vous pour défendre l'honneur d'un homme, mais aussi l'honneur d'un militaire. Alors, je veux parler d'un militaire qui a fait et qui continue, je le dis en ayant peur, de faire l'unanimité, parce que je ne voudrais pas que cela soit interprété comme si il était encore dans la réalité du pouvoir militaire. Il l'a d'ailleurs quitté, je peux vous le rappeler, et tous les courriers ont été faits par moi. Il a adressé un courrier. Voilà un véritable républicain. Hein? Il ne s'est pas contenté d'adresser un courrier au chef d'état-major général des armées. Il l'a fait. Il l'a adressé au ministre de la Défense. Il l'a adressé au président de la République. Il l'a adressé au ministre de la Justice. Il l'a adressé au premier président de la Cour suprême. Il l'a adressé à tous pour leur dire: je prends congé de l'armée. Et d'ailleurs, heureusement, puisqu'on parlera de sanctions militaires, parce que si il ne l'avait pas été fait, il aurait été encore humilié. Humilié, non pas uniquement par certaines personnes, hors de la sphère politique, hors de la sphère publique, mais humilié par une décision qui ferait tâche. Vous savez, Monsieur le Président, le 4 novembre 2023, parce que ici, presque tous les avocats de la partie civile en ont parlé, pour encore humilier l'homme, le salir. Un commando a pris d'assaut la maison centrale pour enlever le président Moussa Dadis Camara. Si ça n'avait pas été dit dans cette salle, j'en aurais pas parlé. J'en parle parce que je sais mieux que n'importe qui cela. Je sais, parce que encore dans mon lit, à 7 heures, quand sur les réseaux sociaux j'ai appris, j'ai appelé le procureur de la République avec qui j'ai discuté. J'ai appelé le procureur général avec qui j'ai discuté. J'ai appelé le garde des Sceaux qui m'a dit qu'il n'était pas en Guinée. J'ai appelé le bâtonnier de l'ordre des avocats. Parce que dans mes discussions, il était question, j'ai été très clair. J'ai dit, vous saviez que le président Dadis ne peut pas s'évader. Et de toutes les façons, si aujourd'hui à la maison centrale,
il y a tout un camp, ou même des camps qui entourent la maison centrale, c'est bien parce qu'il est là-bas. Si aujourd'hui à la maison centrale, même pour nous avocats, il est difficile d'entrer, c'est bien parce qu'il est là-bas. Nous sommes en Guinée depuis longtemps. Je suis avocat depuis bientôt 14 ans. J'espère que je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Alors, et je suis toujours parti là. Parce qu'on n'a pas pu assurer sa sécurité, que des personnes sont venues l'enlever. Et quelque chose que les gens n'ont pas compris, c'est que le président Dadis, le colonel Moussa Thiebro Kamara, le colonel Blaise Goumou, le colonel Claude Pivi partageaient la même cellule. Mais puisqu'ils n'ont pas les détails, on se dit, mais comment on a pu tel. Et leur cellule faisait directement face. Ce commando est donc allé. Mais nous sommes des civils. Hein. Nous pouvons dire ce que nous voulons. Nous pouvons parler de n'importe quelle règle de droit. Mais si en pleine nuit, un commando vient armé, avez-vous le temps de discuter? Mais pourquoi lui, son enlèvement était nécessaire? Parce que c'est un ancien chef d'État et chacun sait que toute l'attention allait être concentrée sur lui. Je sais, parce que c'est moi qui étais au milieu des 10 pick-up de gendarmes avec un gilet anti-balles. Parce que les autorités judiciaires qui avaient informé le haut commandement, le haut commandant m'avait appelé et nous avons indiqué un lieu où nous rencontrer. C'était pour que dans sa désillusion, le seul recours, c'est qui? Pour quelqu'un qui est déboussolé. Alors assurez-vous, il n'y a pas un autre recours, c'est l'avocat. Je connais un magistrat guinéen qui a été plaqué dans son propre bureau à Dixine. Il n'a jamais appelé un magistrat, ce sont les avocats qui l'ont appelé. Et j'ai été tellement surpris que quand le procès a été engagé et qu'on aille le voir, ils disent, allez voir mon avocat Maître Diokamel. Alors que lui-même est un professionnel. Ça vous dire combien psychologiquement, combien moralement, une personne en situation de précarité, en situation difficile, ne pense qu'à son avocat. Je devrais ouvrir mon téléphone. Et c'est moi, c'est encore moi, qui ai tout fait avec ces 10 pick-up pour savoir où il était. Et le colonel Blaise, qui était à bord du véhicule, et à bord de ce véhicule, il a appelé avec le procureur. Il a continué à communiquer avec le procureur. Lui, c'est moi qui ai communiqué avec toutes les autorités judiciaires, à toutes les étapes, jusqu'à la maison centrale. D'ailleurs, en habit de sport. Cet homme a encore été humilié à la maison centrale. Parce que devant le procureur de Kaloum, devant la présidence, les envoyés de la présidence, j'ai dit que vous ne pouviez pas avoir ces images. Il a droit à l'intimité de sa vie privée, il a droit à son image. C'est le procureur qui m'a dit, de Kaloum, qui m'a dit, maître, ces gens-là, ils sont venus pour ça. On ne pourra pas les empêcher. Pendant qu'il était dans ce traumatisme absolu, les gens comprennent qu'on ne peut pas humilier un tel homme. Nous restituons la vérité telle qu'elles sont, non pas telle qu'on voudrait qu'elles fussent. Parce que nous avons été là. Alors, que cela soit clair, que cela soit vraiment clair.
On ne peut pas continuer à humilier un homme. Ce militaire de l'armée guinéenne a aussi un destin atypique. Ce militaire, dont l'itinéraire ressemble à un fabuleux parcours de flammes jumelles, tel le récit sans construction de la construction d'une vie. Ce n'est pas de moi, monsieur le juge président, monsieur le juge assesseur. C'est de Léna Corgne. Il a écrit un document intéressant intitulé « Un destin atypique, le fabuleux parcours de flammes jumelles ». Alors là, je vous conseille de lire ça. Ce militaire de l'armée qui, après avoir fait ses épreuves en tant que soldat, sous-officier, officier, a été porté à la tête de son pays en 23 décembre 2008, après la mort de feu général Lansana Conté, qu'il appelait affectueusement papa. Ce militaire de l'armée guinéenne, inconnu du grand public, installé au plus haut perchoir des fonctions régaliennes et autres confondus de notre pays, non pour son intelligence. Il n'était pas le plus intelligent. Et il vous l'a dit ici, il l'a dit partout, il le dit partout où il va. Non pour sa force, il n'était pas le plus fort. Il vous l'a dit ici, il le dit partout où il va. Non pour sa beauté, il n'était pas le plus beau, il vous l'a dit, il le dit partout où il va. Non pour son éloquence, il n'était pas le plus éloquent. Non pour ses diplômes académiques et militaires, parce qu'il n'était pas le plus diplômé, monsieur le président. Non pour son grade. Il était d'ailleurs capitaine devant des généraux, des colonels, devant des commandants. Mais uniquement pour ses valeurs, sa modestie, sa simplicité, ses vertus patriotiques, pour son sens élevé de l'honneur, de la dignité et de la justice, et même de l'équité. Et même de l'équité. Vous savez, le droit est parfois injuste. Hein? Le droit, il est parfois injuste. La seule façon de rendre juste le droit, c'est de vous rabattre sur l'équité. Cet homme-là a été équitable à tout point de vue. Il a été choisi pour la confiance et haute vertu, reconnu unanimement, non sans opposition, parce que d'aucuns ont dit ici que ce n'était pas l'unanimité, il y avait des oppositions, mais le Christ n'a pas fait l'unanimité. Hein? J'ai ma Bible, avant de commencer à plaider, j'ai lu des versets. J'ai lu des psaumes, parce que je me sens bien protégé. Mais le Christ, il n'a pas fait l'unanimité. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'a pas fait l'unanimité. Quel prophète connaissez-vous qui a fait l'unanimité? Même Dieu ne fait pas l'unanimité, parce qu'il y a des athées qui ne croient même pas en l'existence de Dieu. Et j'en connais qui, dans son isolement, a par erreur tenté d'ailleurs d'effrayer Dieu. En disant, je suis malade, si je mourais et que je venais où vous êtes, si vous êtes vraiment là, vous verrez, vous aurez affaire à moi. Mais si Dieu ne peut pas faire l'unanimité, si le Christ n'a pas fait l'unanimité, si le prophète Mohammed n'a pas fait l'unanimité, monsieur le président, bon Dieu, pourquoi le président Dadis ferait l'unanimité? Lui qui est humain, lui qui est imparfait, lui qui a plein de défauts. Donc c'est non sans opposition. C'est même non sans jalousie. C'est même non sans méfiance. C'est même non sans défiance.
Alors, voilà le militaire. Voilà. Ah, je vais répéter un confrère. Voilà l'enfant de Koulé, le fils de Mamadi Koulé. Mais je vais en parler. Je vais en parler. Monsieur le juge président, messieurs les assesseurs, je me tiens devant ce tribunal criminel dans l'entièreté et la plénitude de sa composition pour défendre l'honneur d'un ancien chef d'État. J'ai défendu l'honneur d'un homme. J'ai défendu l'honneur d'un militaire. Il faut que je défende l'honneur d'un ancien chef d'État, d'un ancien président, puisqu'il l'a été. Un ancien chef d'État incompris, mais incompris. Malheureusement, qui n'a pas eu le temps de se faire comprendre. Un ancien chef d'État d'un État souverain africain, engagé et espoir de tout un peuple, de toute une population, de tout un pays, de toute une nation. Même les adversaires ici vous ont dit qu'il a suscité de l'espoir. Oui, le président Dadi, c'est un homme d'espoir. C'est pourquoi, par la couleur blanche qui surplombe vos rabats, ils font de espoir en vous. Et il est convaincu que cet espoir-là lui permettra de voir le bout des tunnels. Le président Dadis est un éveilleur des consciences. Il l'a fait parce qu'il forçait l'admiration. Un des actuels avocats généraux m'a dit qu'il était à la Sorbonne. Je ne parle pas de la Sorbonne Université. La Sorbonne, c'est un lieu au plateau, à Abidjan, où il a été surpris de voir des gens parler de moi. Où il a été surpris de voir des gens avec des écrans géants suivre l'homme. Parce qu'il éveillait les consciences. Il est juste venu à un moment où nous n'étions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Si c'était maintenant là, comme vous voyez les pays de l'AES, les choses ne se seraient pas passées comme on le fait. Mais c'est une autre histoire. Et je vais en parler devant. Cet éveilleur des consciences était suivi et admiré au-delà des frontières de notre pays, au-delà des frontières de notre Afrique, par bon nombre d'Africains épris de liberté et fatigués du joug qui les soumettait. Ce joug-là venant d'ailleurs. Un président d'un État souverain africain
déterminé à combattre les fléaux qui gangrènent son pays et qui freinent son développement, et résolu à combattre les narcotrafiquants, leurs complices, où qu'ils se trouvent, et quel que soit le niveau de leur position dans la sphère étatique. Il est en train de vivre aujourd'hui. Pour ceci,